Adrien, je vais te laisser parler de ta première brève qui nous parle de Gen V. Yes, Gen V, qui est en cours de diffusion à l'heure où on enregistre le podcast et qui va avoir le droit à une saison 2. C'est confirmé, on vous en parlait la semaine dernière, c'était dans les tuyaux, on savait que ça allait se faire, mais là c'est bon. Amazon Prime Video a confirmé qu'une saison 2 de Gen V verra le jour dans quelques temps. Pour rappel, la première saison se termine là dans 2 épisodes, donc début novembre. Et petite info supplémentaire, Eric Kripke, voilà, je vais le dire à l'américaine, qui est le créateur de The Boys et producteur de Gen V, le spin-off, en fait a déclaré que la fin de la saison 1 de Gen V fera une transition vers The Boys saison 4, qui, la saison 4 de The Boys, sera elle-même une transition vers Gen V saison 2. Donc en fait, on a l'impression qu'ils vont mettre en place quelque chose à chaque fois au fur et à mesure, voilà, pour lier les deux séries. On ne sait pas comment pour l'instant, mais pour ceux qui sont un jour sur Gen V savent que il y a beaucoup de choses qui se passent qui peuvent vraiment impacter la série principale. Clairement. Donc The Boys, on rappelle que Gen V, ça se déroule en fait dans une université de super-héros où les étudiants se forment pour devenir la prochaine génération de super-héros. Voilà. C'est bien dit, et c'est pas mal Gen V. On en a parlé la semaine dernière en fin de recommandation, et puis 2 semaines avant, je crois encore. Bref, on aime plutôt pas mal Gen V. Je suis à jour et j'aime toujours autant. On va continuer avec toujours Gen V. Alors, saison 1, tu nous en as parlé, saison 4 de The Boys, c'est bon. C'est l'univers partagé finalement, qui est aux portes de The Boys. On va parler d'une série qui est très attendue sur Netflix, c'est Le Dernier Maître de l'Air, Avatar, Le Dernier Maître de l'Air, qui s'est un petit peu dévoilé cette semaine avec des images diffusées directement par Netflix sur ses canaux habituels. 5 jolies images, notamment Daniel Day-Kim en patron de la Nation du Feu, en Ozai. On a aussi vu Hiro, on a aussi vu Azula, Zhao et le prince Zuko, bien entendu, qui est joué par Dallas Liu. Très cool, évidemment, de voir tout ça. On a l'impression que ça va vraiment respecter l'animé originel. Pour l'instant, cependant, toujours aucune date de sortie n'a été divulguée autour de cette série qui est évidemment très attendue et qui devrait faire les grandes heures d'écoute de Netflix, j'imagine, l'an prochain, hein, s'ils commencent à un petit peu en parler en ce moment. C'est vraisemblablement que ça devrait arriver, mais pas sur la fin de l'année, quoi. Ouais, bah après c'est cool, on a l'impression que Netflix a peut-être trouvé la formule magique pour adapter de l'animation en live action. On va voir, hein, on s'emballe pas trop non plus, mais c'est vrai que ça avait bien marché avec One Piece. Peut-être que ça peut marcher avec Avatar, Le Dernier Maître de l'Air. Et puis surtout il y a Jin de Lost, Daniel Day-Kim. Ça fait toujours plaisir de revoir Jin de Lost, j'adore. Donc voilà. Bah, le seul truc qui me laisse un petit peu circonspect, c'est qu'à l'époque, il y a eu les anciens producteurs de la saga animée qui avaient quitté le projet live action pour faire leur propre projet Avatar en animé. Oui. Donc, bon, est-ce qu'il y a eu des différents créatifs ? C'est difficile à entrevoir, mais bon, on attend ça évidemment avec impatience. On continue avec de l'animation, encore une fois, puisque Le Garçon et le Héron a un casting anglais absolument incroyable. Ouais, on s'y attendait pas. Pour rappel, Le Garçon et le Héron, c'est le dernier film d'animation de Hayao Miyazaki des studios Ghibli, qui sortira là très très prochainement en France, le 1er novembre, si je me trompe pas, et qui a le droit à un casting vocal, mais alors monstrueux pour sa version américaine, avec Christian Bale, Dave Bautista, Gemma Chan, Willem Dafoe, Karen Fukuhara de The Boys, Mark Hamill, Robert Pattinson et Florence Pugh. Rien que ça, donc que des stars pour le doublage du Garçon et le Héron, qui n'a pas non plus tant de personnages que ça, donc vraiment ils ont récupéré le meilleur pour chaque perso. Évidemment, je vais pas en dévoiler plus que ça, parce que certes j'ai vu le film et je sais quel personnage est doublé par quel acteur, mais ce serait un peu spoilé en fait si on commence à développer, donc il faut mieux en savoir le moins possible. Mais on vous encourage évidemment à foncer voir le film dès qu'il va sortir en France, et puis évidemment à regarder notre petite vidéo YouTube qui a dépassé les 10 000 vues, on est très fiers. C'est la première de la chaîne dans laquelle on revient sur notre critique et avis sans spoiler du Garçon et le Héron. Bien sûr, allez voir ça sur YouTube. Et Dailymotion, non, c'est pareil, mais si. Allons-y. Ça existe encore, tout à fait. Exactement, des bisous, bien sûr. On va parler de Deadpool 3. Deadpool 3 qui, vous le savez, Deadpool 3 a dû terminer son tournage en fait à mi-chemin, grosso modo, cet été à cause de la grève des scénaristes et de la grève des acteurs. La SAG-AFTRA qui est toujours en cours, ça fait déjà 100 jours que les acteurs sont en grève, et donc la date de sortie qui était
prévu va être décalé tout simplement. Le film devait sortir au mois de mai, début mai 2024, et bon, d'a priori, des échos de couloir qu'a Deadline, a priori ça va clairement pas être à temps, puisque il leur reste la moitié du tournage à terminer, bien sûr, et puis bon Hugh Jackman et Ryan Reynolds vont être certainement très occupés, même si la grève se terminait tout de suite, ils n'arriveraient pas à livrer le film à temps. Donc vraisemblablement le film va être décalé fin 2024. Tout ça évidemment c'est encore dépendant de la fin de la grève de la SAG-AFTRA. Et ça va durer encore un peu de temps parce que, pour petit récap très rapide, on passe à d'autres brèves, c'est Fran Drescher qui jouait Nous d'Enfer en fait, Oui. voilà, qui est un peu responsable de tout ça à la SAG-AFTRA, qui est porte-parole et directrice, je sais plus son poste exact, Fran Drescher. Je crois qu'elle est co-directrice ou co-présidente de la SAG-AFTRA, un truc dans ce genre-là. Voilà, et elle donc mène de front en fait cette bataille, et en face là très récemment, voire même aujourd'hui si je me suis bien renseigné, c'est George Clooney, Ben Affleck, Meryl Streep qui sont en fait allés la voir en lui disant il faudra peut-être avancer, peut-être un peu plus vite, et à faire des propositions en fait un peu plus intéressantes pour que ça se débloque, et elle a dit non, ça ne fonctionnera pas, donc la nounou d'enfer se prend la tête avec George Clooney quoi. Donc ça n'avance pas trop de ce côté-là, mais on espère quand même que ça va se débloquer assez vite. Ouais. D'ailleurs, elle les a un petit peu renvoyés dans leurs précarés en disant que en fait c'était plus ou moins les studios qui parlaient à travers leur bouche en mode pour essayer de semer les graines de la dissension, comme ça avait été le cas d'ailleurs des studios au moment de la grève de la WGA. Donc finalement, les méthodes se répètent, se suivent et se ressemblent. On va continuer avec des informations autour de Spider-Man 2 et de sa potentielle suite. Du coup, alors Spider-Man 2, le jeu vidéo qui est sorti la semaine dernière, qui cartonne et qui pourrait éventuellement justifier d'un crossover. Ouais, alors déjà on peut commencer par ce carton dont tu viens de parler. Marvel Spider-Man 2 a vendu plus de 2,5 millions de copies en 24 heures. Ce qui établit en fait un nouveau record pour PlayStation Studios. C'est le jeu le plus vendu estampillé PlayStation Studios, donc on savait qu'il était attendu, mais là c'est vraiment un raz-de-marée. Et de son côté, le doubleur officiel américain Yuri Lowenthal, donc qui s'occupe en fait de prêter sa voix à Peter Parker, a évoqué la possibilité d'un crossover entre Spider-Man et Wolverine. Et rappelons en fait que le jeu vidéo Wolverine est développé aussi en parallèle par les studios Insomniac, donc ce serait complètement logique que dans un potentiel 3e épisode ou dans un spin-off, on ait le droit à une aventure commune entre Spider-Man et Wolverine. Ce serait génialissime, j'adorerais ça. Et il espère aussi que Deadpool apparaisse dans un crossover, parce que pour les fans de comics, on le sait, Deadpool a souvent rencontré Spider-Man dans des cases de comics très 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 drôles. Et voilà, et en fait ils sont en train de faire leur MCU version jeu vidéo quoi. C'est un peu ce que j'ai l'impression de comprendre en lisant tout ça quoi. J'ai un peu peur qu'ils s'enferment en fait là-dedans, mais honnêtement ils sont tellement bons dans ce qu'ils font que honnêtement moi j'ai très très hâte de jouer aux deux. J'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter parce que c'est cher quand même les jeux PS5. C'est cher, mais en tout cas c'est un carton, et puis voilà, ils font des blockbusters en jeu vidéo, moi ça me va si c'est bien fait. De ouf. On a tout dit du coup sur Spider-Man 2, on va continuer. Alors, c'est marrant, si vous écoutez un certain podcast qui s'appelle Pop News, vous êtes déjà au courant de cette information, puisqu'on vous l'avait dit, à l'époque c'était des bruits de couloir, c'est désormais officiel, Netflix augmente ses prix à partir de on ne sait pas quand, puisque tout ça c'est pas encore daté, mais lors des résultats trimestriels de Netflix a annoncé à ses investisseurs que un certain effort financier allait être demandé à ses abonnés. Les abonnés concernés sont des abonnés qui sont dans 3 pays spécifiques, les États-Unis bien entendu, le Royaume-Uni évidemment, la France. La France, monsieur. Bien sûr, et pas n'importe laquelle. Celle de Netflix. Celle qui va devoir payer plus 2 euros sur 2 des 4 offres d'abonnement de Netflix, à savoir l'offre essentielle qui va passer de 8,99€ à 10,99€, et l'offre premium qui va passer de 17,99€ à 19,99€, donc 20 € par mois. Alors pas de changement sur les offres standards à 5,99€ et avec pub, et l'offre standard à 13,49€. Bon, voilà, tout ça évidemment ça fait un peu suer, mais on le sentait venir puisqu'on l'avait déjà dit dans Pop News précédemment.
À noter évidemment que chez Netflix, ça va très bien, hein, puisqu'ils ont fait plus 10% d'abonnés en un trimestre, soit plus 8,6 millions sur le troisième trimestre. Ça fait un total de 247 millions d'abonnés dans le monde, malgré la fin du partage de comptes et des récentes hausses de prix. Donc tout ça, en fait, ça ne fait qu'apporter de l'eau à leur moulin, c'est-à-dire que les gens, ils sont captifs en réalité de Netflix. C'est monstrueux. Et je comprends pas pourquoi les gens gueulent pas plus. C'est quand même étrange qu'on accepte de payer autant, mais pas que Netflix, hein, d'autres plateformes aussi qui augmentent leur prix comme ça, alors que c'est les actionnaires qui gagnent plus en fait, parce qu'on va pas se mentir, la qualité des séries et des films Netflix, ça s'amoindrit aussi au fur et à mesure. Donc bon, à voir si les gens continueront d'acheter ou pas. Exactement. Est-ce que les gens vont acheter ce reboot de Spawn chez Blumhouse? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, Adrien. Ouais, alors Blumhouse, qui est réputé pour faire des films d'horreur, travaille en fait actuellement sur un film Spawn. Spawn, c'est un personnage qui a fait ses débuts en 1992 dans des comics de McFarlane et qui a déjà été adapté en film en 97 et en série animée de 97 à 99. Et Jason Blum, donc le créateur de Blumhouse, qui avait fait American Nightmare, etc., qui a produit tout ça, travaille sur une adaptation cinématographique de Spawn avec une touche Blumhouse. Donc, entendre un truc un peu dark, un peu horreur, etc. Et on sait déjà que c'est Jamie Foxx qui jouera le rôle principal d'Al Simmons, donc Spawn, dans ce projet de Blumhouse. Donc très cool. Spawn qui est un super héros, anti-héros, bien dark comme il faut, et qui mérite une belle adaptation au ciné. Je trouve ça très intelligent d'avoir choisi Jamie Foxx, qui est vraiment pas naze comme acteur. En fait, on pourrait le prendre pour un second couteau, mais en fait c'est quand même un bon acteur quand il s'y met. Surtout récemment, je trouve qu'il a sorti des très bons trucs et je le vois, mais genre sans aucun souci, jouer Spawn et l'incarner, quoi. Donc c'est pour être très cool. Trop cool. Parlons de Zootopie 2. Alors Zootopie 2, il faut savoir que ça a été annoncé au mois de février dernier et depuis on a zéro information. C'est pour ça que quand on en a vu cette semaine, on s'est jeté dessus. Alors il se trouve que c'est pas des informations incroyables, c'est le producteur de Zootopie 2 qui s'est permis de faire monter un petit peu la mayonnaise, histoire de nous dire que ça va être incroyable, bien entendu. Bon, on n'a pas vraiment de surprise que Russ Milheim, donc producteur chez Disney Animation et donc de Zootopie, premier du nom à l'époque, s'est exprimé sur le site The Direct en disant « Nous sommes très enthousiastes à ce sujet et c'est un univers dont j'ai fait partie dans le premier film et c'était l'une des expériences les plus incroyables de ma vie, pour être honnête. Et je sais que le prochain va le porter à un autre niveau et être, comme vous le savez, aussi bon, voire meilleur que le premier. Donc nous sommes vraiment enthousiastes à propos de ce projet. » Bon, évidemment, on passe la pommade, la brosse à reluire, histoire de faire monter un petit peu la hype. Bon, très honnêtement, moi, Zootopie 2, j'ai très envie de voir, parce que Zootopie, j'aime beaucoup, j'avais bien aimé Zootopie Plus. Les courts-métrages qui étaient sortis sur Disney+. Et honnêtement, bon, évidemment, j'ai envie de le croire, je jugerai quand même sur pièce au moment où ça sortira, et on sait pas du tout quand ça sortira. Ça a été annoncé en février 2023 par Disney, donc il est probable que ça soit dans plusieurs années, quand même. Mais bon, moi, pareil, je suis chaud, j'aime beaucoup le premier, et c'est l'un des meilleurs films Disney qui soit sorti ces dernières années. Donc, exactement. Ouais. Pour les amateurs de jeux vidéo, on va vous parler du projet de film BioShock, qui refait parler de lui, en fait. Ouais, on avait un petit peu oublié ce film BioShock, et c'est Michael Green, en fait, le scénariste du film, qui a donné une petite mise à jour sur l'état d'avancement du projet. Il a loué, en fait, Netflix pour... on parlait de Netflix juste avant, qui a augmenté ses prix, mais bon, Netflix, des fois, donne un peu d'argent quand même pour des projets sympas. Et Netflix bosse, en fait, sur cette adaptation, c'est eux qui ont les droits. Et il a loué, en fait, Netflix pour son soutien au projet avant et après la grève des scénaristes. Donc, apparemment, ils tiennent beaucoup à l'écriture du scénario et au fait que ce projet de film BioShock, cette adaptation au cinéma, enfin plutôt télévisuelle finalement, vu que c'est Netflix, aille jusqu'au bout. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus sur le scénario. On imagine que ça réutilisera quand même peut-être ce qui avait été fait dans le premier BioShock, à savoir une ville sous-marine, utopiste, etc., qui part en vrille, ou la suite BioShock Infinite, qui voyait une ville dans les airs, utopiste, où tout part en vrille. Voilà. C'est juste le décorum qui change, mais sinon, ça reste une ville où ça se part en vrille. BioShock dans les
les airs. BioShock dans les airs, BioShock dans l'espace. Voilà, et aussi à savoir que c'est pas la première fois qu'un film BioShock était en préparation, parce qu'il y avait déjà une tentative qui avait été faite en 2008 avec Gore Verbinski qui était le réalisateur des 3 Pirates des Caraïbes. Donc à l'époque, il était vraiment en odeur de sainteté, c'était assez ouf comme projet, et on espérait vraiment que ça aille jusqu'au bout. Ça ne l'a jamais été, parce que le projet en fait a eu des problèmes financiers et ça n'a pas pu aboutir. Voilà, donc on espère que ce sera le cas pour BioShock sur Netflix. Ok, parlons de The Walking Dead, Daryl Dixon. Alors vous savez que ça fait quelques semaines qu'on n'arrête pas de râler pour vous dire que cette série se passe en France et elle n'a pas de diffuseur français. Ça y est, enfin on a la nouvelle. C'est Paramount Plus en France qui va diffuser la série spin-off de The Walking Dead centrée sur Daryl Dixon, perdu en France pour des raisons encore mystérieuses pour les gens qui n'ont pas vu la série encore, parce que je sais évidemment qu'il y en a certains qui ont sauté sur l'occasion, et c'est normal évidemment sans diffuseur officiel. Bon, tout ça, ça arrive le 10 novembre sur Paramount+, en France, en exclusivité, en VOSTFR et en VF. Donc il y aura bien du doublage. Voilà, on ne sait pas si ça va arriver tout d'un coup ou s'ils vont faire monter la sauce avec une diffusion en hebdomadaire. On imagine quand même, hein, pour une plateforme comme Paramount+, qu'ils vont pas tout balancer d'un coup. Ça paraîtrait logique. Mais enfin, en tout cas, très bien. Passons à la suite avec The Rock qui pose une gueulante. Ouais, alors, The Rock, il faut savoir en fait que, oui, c'est un peu une news insolite, mais en fait, le musée Grévin a dévoilé la première statue de cire de The Rock, donc Dwayne Johnson, que tout le monde connaît évidemment. Sauf que, eh bien, ça a un petit peu coincé pour une raison particulière, c'est que la peau de cette statue est vraiment très très blanche par rapport à la couleur de peau naturelle de l'acteur Dwayne Johnson, ce qui a fait tiquer énormément d'internautes, ce qui a fait rire beaucoup d'internautes aussi, parce que la qualité des statues de cire du musée Grévin en général, c'est pas trop ça, mais c'est remonté jusqu'à Hollywood en fait, c'est remonté jusqu'à The Rock lui-même. Et The Rock a fait une petite déclaration en indiquant qu'il souhaitait que le musée Grévin mette à jour sa statue de cire en commençant par la couleur de sa peau. Voilà, donc c'est très très moyen. Voilà, ouais. L'artisanat français en prend un coup à l'étranger. Clairement, on n'est pas bien vu. On attend évidemment une prise de position d'Emmanuel Macron, évidemment, une visite diplomatique sur place. Je pense que là, voilà, il faut organiser un meeting, quelque chose. C'est très important ce qui se passe, très grave. Non, mais et au-delà de ça, bon, ceux qui nous écoutent en podcast, on vous invite évidemment à aller regarder cette photo qui fera sourire certains. Et c'est dommage parce que finalement, la statue est pas si moche que ça, parce que les tatouages sont bien faits, le visage il est très reconnaissable, il y a pas de souci quoi. Et c'est vrai que bon, là il y a un souci d'éclairage quoi. C'est un gros problème. Bon, voilà, pour la petite news insolite. Les news insolites. News insolite aussi, c'est un tweet de Warwick Davis, le rôle-titre de Willow, le film et de la série, qui, je vous le rappelle, a été retiré des antennes de Disney+, au mois de mai dernier, de mémoire, après 6 mois seulement de disponibilité. Warwick Davis qui s'est permis de tweeter, s'est fendu d'un tweet, comme on dit, qui s'étonne un petit peu et demande à Disney comment réagir, parce que, je cite, « Je rencontre tous les jours des gens adorables qui sont fans de Willow et qui sont la raison pour laquelle la série Disney+ a été créée. S'il vous plaît, dites-moi, Walt Disney Company, que dois-je dire à ses abonnés quand ils demandent pourquoi ils ne peuvent plus regarder la série ? #gênant ». Et effectivement, c'est un petit peu gênant quand même. Et c'est une super question, ça aurait même pu faire un gros sujet, un débat. On en avait parlé il y a quelques temps, le fait que beaucoup de séries et de films disparaissent du jour au lendemain, qui n'ont plus de support physique, qui n'ont plus rien en fait pour exister, c'est quand même, je trouve, un peu dramatique côté culture. Willow, j'ai pas regardé, ça m'intéresse pas, mais toujours est-il que ça prouve qu'il y a un souci à Hollywood, et notamment sur ces plateformes en fait qui font trop de contenu et ne savent plus quoi faire de leur contenu quoi. Exactement. Puis bon, les gars, vous avez des serveurs, vous pouvez garder la série sur des serveurs. Ouais. Là, en l'occurrence, donc, on va le rappeler, plusieurs dizaines de séries et de contenus Disney+ avaient été enlevés de la plateforme, ce qui leur a permis de réduire leurs impôts, tout simplement. Donc c'est vraiment un move purement financier qui a été fait ici par Disney+, et qui du coup évidemment foule un petit peu au pied un certain nombre d'artistes, tout simplement. Ça avait été le cas notamment d'un film de Bryan Cranston,
voilà. Un certain nombre s'en étaient pas trop émus, et visiblement, voilà, plusieurs mois plus tard, ça commence un petit peu à les gêner. Donc voilà. On va terminer avec une nouvelle que tu viens tout juste de rajouter au conducteur, c'est la date de sortie de la série Fallout. Et oui, puisqu'il y aura une série Fallout. Ouais, c'était annoncé depuis quelques temps et ça fait plaisir d'avoir une date de sortie. C'est le 12 avril 2024 sur Prime Video qu'on pourra découvrir le premier épisode, ou j'imagine peut-être les 2-3 premiers, ce que fait souvent Prime Video avec ses grosses séries, de Fallout, l'adaptation télévisuelle du jeu vidéo culte des années 90, 2000. Le premier Fallout a dû sortir dans les années 90, c'est sûr, et voire 80 même. Peut-être fin 80, bref. Et en tout cas, voilà, super idée d'adapter Fallout parce que c'est une sorte de The Last of Us pour ceux qui connaissent pas du tout Fallout. Hein, voilà, non mais dans l'idée post-apo, dans un monde un peu délirant avec voilà des cow-boys irradiés, des choses comme ça. Et notamment en parlant de cow-boys irradiés, on aura le droit à un acteur, alors second couteau, mais que je trouve excellent, qui en la personne de Walton Goggins, qu'on avait pu voir dans Les 8 Salopards, qu'on avait pu voir dans Vice Principals, la série. Il avait joué dans The Shield aussi. C'est un super acteur et qui aura l'un des rôles principaux de Fallout, la série. On le rappelle, qui sortira le 12 avril 2024 en France. Le premier jeu est sorti en 97, pour être tout à fait ok, ouais, j'étais trop... Ça marche. Très bien, mais je crois que c'est la fin de nos brèves pour cette semaine.